Donc, un mot très bref sur Adeline Oppenheim, dont vous avez un portrait sous les yeux. C'est une photographie qui appartient au Cooper Hewitt Museum de New York, qui fait partie donc d'un des multiples dons de Madame Guimard, dont on parlera brièvement. Les derniers dons ayant eu lieu en 1956, elle meurt en 1965, et c'est dans cette vague de dons de 1956 qu'elle s'est séparée, dirons-nous, des souvenirs et des documents les plus personnels. Donc, je vous signalais l'étude de Bruno Montama dans Généalogie J. Et Adeline Guimard est donc née à New York le 1er octobre 1872. Elle est fille de Edward Oppenheim et de Fanny Lippmann. Elle appartient à une famille de banquiers d'origine juive allemande. Et comme beaucoup de jeunes américaines d'excellentes familles, elle entreprend des études d'art et décide de se rendre à Paris pour y étudier la peinture, et elle suit notamment l'enseignement, ou plus exactement les conseils du peintre Albert Baignan. À Paris, elle réside dans le 17e arrondissement, 194 boulevard Malesherbes. Le mariage civil avec Hector a lieu. Le mariage civil et le mariage religieux ont lieu le même jour, le 17 février 1909. Le premier a lieu en la mairie du 17e arrondissement, le second en l'église Saint-François de Sales, toujours dans le 17e arrondissement. Et je vous signale que nous avons conservé dans les papiers de Adeline Oppenheim, auxquels faisait allusion Alain Blondel tout à l'heure, conservé à la Public Library de New York, le texte d'allocution du révérend père Bélanger à l'occasion donc du mariage religieux de Hector Guimard et Adeline Oppenheim. Alors, il s'agit assurément d'un mariage tardif, puisque Adeline est alors âgée de 37 ans et Hector de 40 ans. Une union qui répond, selon les mots utilisés par le révérend père Bélanger dans son allocution, à la volonté du couple, je cite, de faire de toute notre vie une œuvre d'art. À cette date, le couple réside un certain temps au moment du mariage, ainsi que l'indique l'édition du Bottin mondain de 1910. En 1910, il réside encore au 194 boulevard Malesherbes, c'est-à-dire dans l'appartement qu'avait occupé Adeline, Hector conservant ses bureaux et son agence au Castel Béranger. Au début de l'année 1913, le couple s'installe dans l'hôtel particulier du 122 avenue Mozart, dont la construction et l'aménagement ont pu être menés à bien, il faut le dire tout de même, grâce à la fortune personnelle de Adeline Oppenheim, fortune conséquente dont on peut se faire une idée à la lecture du contrat de mariage qui nous est conservé et qui a été dressé le 12 février 1909. Il est certain que faire de leur vie une œuvre d'art a été surtout rendu possible par les revenus personnels de Adeline Oppenheim. Donc, immeuble parisien, vous avez encore donc une image d'archive du Cooper Hewitt, dernière donation de Madame Guimard en 1956, et en 1938, le couple, en 1930, pardon, le couple quitte l'avenue Mozart qui conserve encore les bureaux de Guimard, qui reste à peu près dans son aménagement, pour s'installer au 3e étage du dernier immeuble construit par Hector, celui de 18 rue Henri Heine, donc pas très loin de l'avenue Mozart, toujours dans le même quartier du 16e arrondissement, immeuble qui est achevé en 1930 et que le couple investit la même année. En 1938, Hector et Adeline quittent Paris pour New York. Alors vraisemblablement en raison des origines juives d'Adeline, car les temps commencent à être particulièrement sombres, mais également, cela apparaît dans une lettre ou deux, en raison peut-être du sentiment de Adeline que son mari, qui est alors très très malade, il a de gros problèmes cardiaques, serait peut-être mieux soigné à New York qu'à Paris. Il avait effectivement effectué en juillet 1937 un long séjour dans une clinique de Saint-Cloud, à l'hôpital de Saint-Cloud, dont il était sorti vraiment très peu ragaillardi. À New York, donc, le couple part à New York en 1938. Il s'installe dans un premier temps dans une suite
luxueuse de l'hôtel 14, donc, qui est à 2 pas de la 5e avenue et de Central Park. Donc, hôtel où ils restent donc, dans une suite très, très importante. Et ensuite, ils quitteront cet hôtel pour un hôtel encore plus luxueux qui appartenait à la Dame Express Company. Donc, l'hôtel Adams, situé à l'angle de la 5e avenue et de la 86e rue. Donc, on reste toujours dans le New York très, très élégant du milieu du XXe siècle. Et c'est d'ailleurs dans cette suite de l'hôtel Adams que Hector Guimard s'éteint le 20 mai 1942 à l'âge de 75 ans. Et là, vous avez sous les yeux la sépulture donc, du couple qui est inhumé au cimetière catholique de New York, The Gate of Heaven Cemetery. Le décès donc d'Hector Guimard, nous sommes en pleine guerre, et vraiment ne suscite pas de réaction en France, mais suscite à New York très très peu de réactions. On ne peut guère citer, et c'est d'ailleurs un article très court, que l'article de l'historien de l'art Alfred Frankfurter, 1906-1965, publié dans Art News, revue dont Frankfurter est d'ailleurs le créateur et le directeur. Néanmoins, en dépit de sa brièveté, l'article est cependant fort intéressant dans la mesure où il met en avant une vision de l'Art nouveau à laquelle a déjà fait allusion Alain Blondel, une vision de l'Art nouveau et de Guimard que Dali avait exprimée dès 1933 dans l'organe officiel du surréalisme, la revue Minotaure, où il est insisté donc sur le caractère biomorphique et organique des formes de Guimard et également de celles de Gaudi. Dans une lettre de condoléances qu'il adresse à Adeline, Alfred Barr, donc 1902-1981, premier et brillantissime conservateur, directeur du Museum of Modern Art de New York, qui, je vous le rappelle, a ouvert ses portes en 1929, informe la veuve de l'architecte des nombreux appels téléphoniques qu'il passe aux critiques d'art, notamment aux critiques du New York Times et de Time, pour essayer de remédier à un silence qu'il juge tout à fait injuste. Ces tentatives n'aboutiront pas. Cependant, les liens entre Adeline Guimard et Barr ne s'en renforcent pas moins au fil du temps. Et au printemps 1945, Barr exprime le souhait donc, que toutes les lettres auxquelles je fais allusion, toute cette correspondance, c'est naturellement des papiers qui sont conservés à la Public Library de New York et qui ont été donnés au début des années 60 par Madame Guimard. Donc, au printemps 1945, Barr exprime le souhait de posséder quelques pièces de Guimard pour le jeune Museum of Modern Art de New York, en précisant que ces pièces devraient être particulièrement significatives du style Guimard, et il cite notamment une poignée d'ombrelles, c'est celle que vous voyez à la droite de l'écran, une poignée d'ombrelles en possession de Madame Guimard, qu'il cite, je cite Barr dans sa lettre, « An excellent example of the Guimard style at its best and purest ». Objet qu'Adeline Guimard offrira non pas au musée, mais à Barr lui-même, qui, à son tour, l'offrira au MoMA avant son décès en 1978. L'amitié Barr-Adeline Guimard, elle constitue assurément la première étape d'une suite de contacts avec les institutions américaines. En mai 1945, c'est avec l'Avery Library de la Columbia University de New York qu'est discuté un premier don de dessin. En juin 1945, Adeline Guimard rencontre Mary Gibson et surtout Calvin Hathaway, qui sont l'un conservateur, l'autre directeur du Cooper Hewitt Museum, pour établir une ébauche de listes et de dessins, de photographies et d'objets, qui prendra sa forme définitive, cette liste, en mai 1948, avant le départ d'Adeline pour Paris. Car évidemment, toutes ces listes, toutes ces propositions qui sont faites au musée américain, elles sont faites à partir des listes de Madame Guimard établies avant le départ pour New York, tout le patrimoine guimardien, dirons-nous, étant resté à Paris. Également sollicité au printemps de 1948, alors cette fois sollicité par Madame Guimard,
Fiske Kimball, donc brillant directeur du Philadelphia Museum of Art de 1925 à 1955, grand spécialiste du rococo comme vous le savez, et surtout adepte des périodes rooms. C'est peut-être la raison pour laquelle Madame Guimard s'adresse à lui. Mais au printemps 48, Kimball décline l'offre du don d'une pièce entière de l'hôtel Guimard, mais accepte bien volontiers le don de plusieurs objets, de plusieurs meubles, dont le fauteuil que vous avez sous les yeux. Le 28 octobre 48, le Cooper Hewitt Museum accuse réception des dons d'Adeline Guimard. Le 17 novembre de la même année, ce sont les trustees de Philadelphie qui remercient Madame Guimard. Et le 30 novembre, c'est au tour du MoMA d'accuser réception de tous ces différents dons. L'Avery Library adressa des remerciements un peu plus tardifs en avril 49, car il est à peu près donc le don pour l'Avery Library est quand même conçu en fonction de ce qui a déjà été donné aux autres institutions. Et donc en avril 49, époque à laquelle Madame Guimard procède, elle est revenue de France, dont nous allons parler de ce séjour, elle procède à une seconde vague de dons au bénéfice des institutions américaines. Les institutions françaises ne lui ont pas réservé un accueil totalement satisfaisant. Apparaît à cette époque, donc 49, au retour de Madame Guimard aux États-Unis, un nouveau bénéficiaire des libéralités d'Adeline Guimard, c'est le Metropolitan Museum of Art, qui, en juin 49, voit ses collections s'enrichir de 14 pièces textiles provenant de l'hôtel Guimard, dont vous avez deux exemples de rideaux ici qui proviennent du petit salon, et surtout d'une abondante documentation relative au lustre lumière. Tous ces dons donc, sont effectifs, sont cautionnés après le retour de Madame Guimard, donc de Paris à New York. Car c'est bien évidemment à Paris que se trouvait tout le patrimoine guimardien, le couple n'ayant emporté avec lui à New York en 1938 que quelques objets, le plus souvent à caractère personnel, donc des petits objets, cadres de photographies, on a vu le manche d'ombrelle, donc des objets plutôt précieux, ainsi que les bijoux de Madame Guimard, dessinés par Guimard, qu'elle donnera au MoMA dans les années 50. L'état de ce patrimoine, donc l'état du patrimoine de Guimard à Paris, tel qu'il était dans la fourchette chronologique entre 1938 et 1945, nous est parfaitement connu. En effet, ce patrimoine fait l'état de 3 listes dactylographiées réunies dans une vaste enveloppe portant la mention autographe d'Adeline, à la Public Library naturellement, dispersed of during my visit to France, June 48. Voici ce que nous apprennent ces listes. Lorsque Guimard et sa femme quittent Paris en 1938, les créations mobilières et ornementales de Guimard en leur possession sont réparties entre l'hôtel particulier de l'avenue Mozart et l'appartement de la rue Henri Haineux. Mais en mai 1939, l'appartement de la rue Henri Haineux est vendu. Son contenu est alors réparti entre l'avenue Mozart et le garde-meuble Bedel et compagnie, 6 rue Championnet à Paris. Lequel garde-meuble, malheureusement, va peut-être, je ne l'ai pas très bien interrogé, mais n'a pas gardé d'archives relatives à ce dépôt. Mais on a le double néanmoins dans les papiers d'Adeline à la Public Library. Alors, une première liste, donc, je vous ai parlé de 3 listes. Une première liste concerne le contenu des malles et des caisses, donc les objets, beaucoup de choses sont en caisse, en particulier les textiles, entreposés rue Henri Haineux. Une deuxième liste concerne les meubles demeurés avenue Mozart et les objets rapatriés rue Henri rapatriés donc de la rue Henri Haineux à l'avenue Mozart. Et cette liste, elle offre un intérêt tout particulier car elle comporte un état des lieux pièce par pièce. Et la troisième liste, elle correspond tout simplement aux objets remisés en mai 1939 après la vente de l'Henri Haineux, donc remisés au garde-meuble Bedel. Pour organiser son séjour parisien, donc, en 1948, Madame Guimard bénéficie, et ça je pense qu'on ne l'a pas assez souvent souligné, et que c'est d'ailleurs un architecte dont on déplore qu'il n'a encore pas trouvé son biographe, parce que c'est une personnalité très attachante et très intéressante. Donc Madame Guimard bénéficie de l'aide d'un condisciple de son mari,
l'architecte Auguste Bluisen, 1868-1952, donc vous voyez, c'est vraiment un contemporain exact d'Hector Guimard. Et ces deux hommes s'étaient surtout fréquentés au sein du groupe des architectes modernes, groupe fondé en 1922, et dont Guimard avait été nommé vice-président en 1923, groupe qui réunissait naturellement des gens aussi célèbres que Jourdain et Sauvage, mais également Bluisen, qui dans les années 30 va prendre de plus en plus d'importance au sein du groupe. Et d'ailleurs, Auguste Bluisen, dès la fin des années 30, là, je vous montre deux des œuvres. C'est un architecte qui s'est illustré dans ce genre de bâtiment. Construction de cinéma, construction de casinos. Vous voyez donc son première grande œuvre célèbre, c'est la fameuse biscuiterie Lu, donc à Nantes, qui est aujourd'hui restaurée et qui appartient à un lieu de manifestation qui s'intitule Le Lieu Unique. Et puis, un de ses cinémas les plus célèbres, le Grand Rex du début des années 30. Donc, dès la fin des années 30, Auguste Bluisen caresse le projet de rassembler, sinon au musée du Luxembourg, qui est le musée des artistes vivants et qui procédait à des achats auprès des artistes vivants. Le musée du Luxembourg n'a jamais rien acheté à Hector Guimard. Donc le musée du Luxembourg qui ferme ses portes en 1937 au profit du musée national d'art moderne. Mais lequel musée national d'art moderne installé dans les bâtiments de l'exposition universelle de 1937, donc lequel musée d'art moderne, en raison du retard des travaux d'aménagement et naturellement de la guerre, n'ouvrira réellement ses portes qu'en 1947. Donc, Bluisen tente de rassembler dans un contexte non favorable un certain nombre de pièces qui pourraient constituer au sein d'une institution muséographique française une section consacrée, selon ses propres termes, ce sont les termes qu'il emploie dans une lettre, aux précurseurs de 1900. Ce ne sont pas les précurseurs de 1900, ce sont les artistes les plus avant-gardistes de 1900, naturellement. Il en avait d'ailleurs fait part à Guimard lui-même, qui, de New York, lui fait parvenir, le 27 avril 1939, une note dactylographiée autorisant, je cite, son cher camarade, ce sont les propres mots de Guimard, à puiser dans le matériel entreposé avenue Mozart et de prendre toute la documentation nécessaire à son projet que Bluisen souhaite présenter à la direction des musées de France. Je cite deux extraits de la note de Hector Guimard à Auguste Bluisen. Que M. Bluisen choisisse dans une des caisses déposées au grenier de l'avenue Mozart des modèles en plâtre qui étaient destinés pour le futur musée de l'avenue Mozart. Donc c'est une petite note qui laisse sous-entendre que Guimard avait quand même, en laissant tout son patrimoine en France, l'intention, alors peut-être que des projets de donation ont été élaborés par Madame Guimard et par Guimard lui-même, du vivant même de l'architecte. Ça, la documentation, les archives ne nous le disent pas, mais il y a quand même un petit projet de Guimard de faire quelque chose autour de l'avenue Mozart. Et le second extrait de cette note de Guimard, c'est que M. Bluisen prenne ce qu'il voudra, album du Castel Béranger, tout ça est au pluriel, donc ça laisse sous-entendre qu'il y avait un stock, album du Castel Béranger, catalogue de fonte de l'usine Saint-Didier, planche de la quincaillerie Fontaine, croquis à la plume, dessins, plans, photographies diverses. Fin de citation. Guimard précise qu'il a envoyé un double de ses instructions à, je cite, un ancien et dévoué serviteur, M. Cadiou, qui habite 1 rue d'Aviou, immeuble qui existe encore. Donc peut-être y aura-t-il des chercheurs du cercle Guimard qui pourraient enquêter sur ce monsieur Cadiou, donc qui résidait rue d'Aviou. Et il écrit à Bluisen, Cadiou doit te téléphoner, je lui ai recommandé de se presser et il demandera un rendez-vous avenue Mozart pour qu'on t'ouvre la maison afin que tu choisisses à ton gré. Si j'avais été sur place, cela aurait pu se faire autrement. Fin de citation. Les efforts de Bluisen, vu certainement les contextes, mais un désintérêt complet des institutions du tout nouveau Musée national d'art moderne, n'aboutiront pas, et l'hommage qu'il entendait rendre aux précurseurs de 1900 prend alors, pour lui, la forme d'un livre. Il entend écrire un livre sur les précurseurs de 1900. Projet à propos duquel il déclare à Aline Guimard dans une lettre du 24 décembre 1950, je cite, «
Mon livre, commencé sur les précurseurs de 1900, ne peut se terminer, les successeurs des héritiers de mes confrères d'alors n'ayant rien conservé de leurs œuvres ou dessins. On est vraiment dans une période de rejet total, même de la part apparemment des descendants. Voici d'ailleurs donc qui en dit très long sur le rejet de 1900 dans les premières années, dans le deuxième tiers du XXe siècle. Alors l'intention de Adeline Guimard, quand elle entreprend ce voyage à Paris en 1948, est naturellement de remettre à l'État français, en dépit des échecs de Bluisen, de tenter de remettre à l'État français l'hôtel Guimard et son contenu. Exception faite des objets et des documents promis aux différents musées américains. Sollicité par Auguste Bluisen, donc qui vraiment accompagne Adeline dans toutes ses démarches, Robert Ray, 1888-1964, je donne les dates parce que c'est intéressant de voir à quelle génération ils appartiennent dans ce phénomène de rejet. Donc, Robert Ray, qui est alors directeur des arts plastiques à la Direction générale des arts et lettres du ministère de l'Éducation nationale, conseille à Madame Guimard de s'adresser d'une part à la Direction générale des musées de France, en l'occurrence à son directeur Georges Salles, 1889-1966, d'autre part à l'inspection générale des musées de province que dirige Jean Vernier-Ruiz, 1896-1972. Seul ce dernier, c'est-à-dire Jean Vernier-Ruiz, seul Jean Vernier-Ruiz prend en considération les propositions de Madame Guimard, Georges Salles ne prenant même pas la peine d'accuser réception de sa demande de rendez-vous. D'une part, Vernier-Ruiz va soutenir le projet de Madame Guimard d'effectuer un don au musée des Beaux-Arts de la ville natale de Guimard, Lyon. Et d'autre part, Vernier-Ruiz va avoir l'intelligence de l'orienter vers la ville de Nancy, qui, avec la donation Eugène Corbin effectuée avant-guerre, possède un magnifique ensemble de création de l'école de Nancy. Avec René Julian, 1903-1992, conservateur du musée des Beaux-Arts de Lyon, alors là, l'affaire est menée véritablement bon train. En effet, dès le 17 juin 1948, Julian informe Madame Guimard que la commission des musées a accepté le don de l'ensemble de sa chambre à coucher. Et Julian, par ailleurs, dans les 3 années suivantes, entretient une correspondance suivie avec Adeline en vue de la meilleure présentation possible de la chambre dans les collections du musée. Présentation achevée en septembre 1951 et faisant l'objet d'un vernissage spécifique le 15 décembre 1951. Donc sur cette entreprise et cette collaboration Julian-Madame Guimard, je vous renvoie à l'excellent article de Jean-Louis Gaillemin, publié dans le numéro de mai 1992 de Connaissance des Arts sur la restitution de la chambre de Madame Guimard, Hôtel Guimard. La ville de Nancy fait également diligence. En effet, Denis Rouard, 1908-1984, donc un descendant de Julie Manet, conservateur du musée des Beaux-Arts, s'accorde avec Madame Guimard sur une liste comprenant quelques meubles et une paire de chenets. L'ensemble est enlevé en avril 1949 par la ville de Nancy. Bon, les remerciements tardent un peu, car ce n'est qu'en mars 1950 que le sénateur-maire Lionel Pellerin les adresse à Madame Guimard. Mais peu importe. Et en 1964, lorsque le musée de l'école de Nancy ouvre précisément ses portes dans l'ancienne propriété Corbin, le don de Guimard est immédiatement et intégralement présenté. À Paris, donc, devant le silence consternant de Georges Salles et le silence également de Jean Cassou, 1897-1986, Jean Cassou qui dirige le musée d'art moderne depuis 1945 et qui procède précisément à la réorganisation de ce musée. Donc on peut dire que l'avenue de Madame Guimard en 1948 était tout à fait presque le bon moment, puisque ce musée était en pleine réorganisation et aurait pu peut-être faire une place à Hector Guimard. Donc, devant ce silence, ce double silence, Adeline Guimard se tourne vers d'autres institutions parisiennes. Et le 22 juin 1948, elle demande un entretien à Yvon Bizardel,
1891-1981, directeur des Beaux-Arts de la ville de Paris, homme de très grande culture, qui s'empresse d'accueillir la proposition de don de la salle à manger de l'hôtel Guimard, donc qui se trouve aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, au Petit Palais. Curieusement, cela est assez surprenant, mais je pense que Evelyne Possémé va revenir sur la question en début d'après-midi. Madame Guimard ne songe pas à s'adresser au musée des arts décoratifs. En revanche, et on en parlera dans quelques instants, elle se tourne vers la Bibliothèque des arts décoratifs qui, elle, lui accorde un accueil très très favorable, comme on va le voir avec la communication de Laure Aberschil, puisque Paul Ratouilly de Limay, 1981-1963, le conservateur de la bibliothèque, lui adresse dès le 9 juillet une lettre de remerciement pour son don. Une démarche semblable, donc vers des lieux de bibliothèque et d'archives, est entreprise auprès du collège, il s'appelait à l'époque Collège technique Boulle, une démarche apparemment bien accueillie, donc d'un don de documents, puisque le directeur du collège Boulle remercie la donatrice le 21 juillet 1948 pour le don d'un conséquent ensemble de documents. Alors, ensemble aujourd'hui introuvable. Je ne sais pas si, Alain, vous avez essayé de mettre la main dessus. Moi, j'ai essayé au moment de la préparation de l'exposition Guimard. Donc, il a fallu que j'insiste à plusieurs reprises et on m'a dit que ces choses n'étaient jamais entrées à l'école Boulle alors que l'on a un récépissé de l'institution. De même qu'ont disparu donc les 31 caisses de modèles en plâtre que Hector Guimard avait été autorisé à déposer dans les caves du musée de Saint-Germain-en-Laye en 1937. Il avait demandé un lieu pour entreposer donc ces modèles en plâtre anciens, et cela lui avait été accordé par Paul Léon, le ministre des Beaux-Arts, de les déposer dans les caves, c'est bien précisé, sud-ouest, dans les caves du musée de Saint-Germain-en-Laye en 1937, et dont Bluizen avait constaté la présence en 1948 de ces caisses. Bluizen qui écrivait effectivement à Adeline le 1er juillet 1948, « J'ai donc vu fermer les 30 caisses des modèles d'Hector, dont une seule a été déclouée pour que les Boches ne croient pas à des caisses de munitions et les voleurs à des choses dignes de leur intérêt. » Alors, effectivement, il n'y a pas eu de voleurs qui ont trouvé que c'était digne d'intérêt, mais je suis désolé de dire que c'est vraisemblablement les responsables, les responsables du musée de Saint-Germain-en-Laye qui ont dû trouver que ces caisses n'avaient aucun intérêt, puisque de nos jours, elles n'y sont absolument plus. Je crois que vous avez essayé de les voir. Moi, j'ai essayé aussi à plusieurs reprises. Étant dans les musées, j'avais pensé que j'aurais un accès peut-être un peu plus facile. Et ce sont toujours des réponses très vagues. Ah oui, on a vaguement entendu parler de ces caisses, mais 30 caisses de modèles, on ne les trouve plus. Elles ne sont plus, en tout cas, dans les caves ouest. Donc, ces caisses ont certainement subi un sort qui aurait peut-être été celui des dessins, on ne sait pas, s'il n'y avait pas eu ce jardinier attentif. Voilà, donc, c'est au musée des Antiquités nationales que peut-être un jour on retrouvera des éléments en plâtre de Hector Guimard. En 1960, alors là c'est aussi assez paradoxal, c'est-à-dire 13 ans après le retour de Madame Guimard à New York, Jean Cassou, qui avait fait la sourde oreille en 1948, écrit dans l'introduction du catalogue de l'exposition Les sources du XXe siècle, mais sa formule est quand même très très intéressante et révélatrice de son état d'esprit. Donc dans cette mémorable exposition Les sources du XXe siècle qui ouvre en novembre 1960 au Musée national d'art moderne, donc Cassou, le directeur du musée d'art moderne, écrit que le temps est enfin venu de rendre justice, je cite, à l'art impur de 1900. Mais, une nouvelle fois, alors qu'on aurait pu penser que cette exposition qui avait fait quand même, organisée par le Conseil de l'Europe, avait quand même eu un retentissement certain, le manque d'intérêt par les institutions muséographiques nationales pour Guimard est criant,
puisque, effectivement, le Musée national d'art moderne ne s'engagera nullement dans la voie de la réhabilitation de cet impur 1900, dont les sources du XXe siècle proclamaient néanmoins l'avènement, puisqu'il ne sera procédé à aucun achat entre 1960 par le Musée national d'art moderne, aucun achat d'art nouveau jusqu'à la fermeture du musée et au transfert de ses collections au centre Georges Pompidou. Aussi, lorsqu'en 1977, lorsqu'est décidée la création tout d'abord d'un musée du XIXe siècle, puis de la seconde moitié du XIXe siècle, et son installation dans la gare d'Orsay, le futur musée ne dispose d'aucune œuvre de Guimard pour représenter l'art nouveau parisien. Et c'est en 1979 que cette lacune est enfin comblée. Cette année-là, un premier achat est enfin effectué par l'État français pour remédier à ce vide abyssal. Il s'agit de 3 meubles, dont 2 apparaissent sur l'écran, conçus par Guimard en 1897-1898 pour la maison de campagne d'Albert Roy au Gévril dans le Loiret. Et on vous l'a dit tout à l'heure, vous ne serez pas surpris d'apprendre que cet achat a été effectué auprès de la Galerie du Luxembourg, autrement dit auprès de Alain Blondel et d'Yves Plantin, qui, en leur temps, avaient sauvé ces meubles d'une destruction certaine, puisque nous disposons de photographies de Laurent Sully-Jaume qui montrent le remisage de ces meubles dans des conditions complètement atroces, puisqu'on voit des rats musqués qui sont suspendus. Quelque chose d'assez surprenant. Et d'ailleurs, si vous voulez voir ces photos, je vous renvoie aux actes du colloque Guimard où elles illustrent la publication de Alain Blondel. Je vous remercie de votre attention.